Beauchard et Fabien Zocco. Est-ce que vous m'entendez, Franck, Fabien? Un petit mot, voilà. Notre nouvelle discussion, donc, attention, attention, je vais faire, voilà, s'intitule De l'usage de la parole écrite. Nous allons, vous allez surtout, vous deux, discuter autour de Finnegan's Wake de Joyce. Alors, Franck Beauchard, commissaire d'exposition, critique d'art, chercheur au laboratoire créatrice de l'Université de Toulouse et aussi ancien directeur de l'Institut Techné de Buffalo, État de New York. Et puis Fabien Zocco, qui va lui aussi participer donc à cette conversation. Alors, bon, je vais éteindre le micro de Fabien et puis Franck va peut-être nous expliquer en fait le lien qu'il a avec Finnegan's Wake de Joyce et les performances qu'il a réalisées dans deux endroits différents. Oui, merci d'abord Marie-Laure pour ton invitation. Merci aussi à Fabien pour donc nous joindre à cette conversation qui porte en fait sur le travail que j'ai fait sur Finnegan's Wake de Joyce, mais aussi sur le travail qu'a fait donc Fabien Zocco sur Ulysse. Et il se trouve que ces deux ouvrages sont apparentés, puisque Finnegan's Wake disait que ce qu'il a fait pour la nuit avec Finnegan's Wake, c'est ce qu'il avait fait avec Ulysse pour le jour, puisque Finnegan's Wake, on va voir, est un livre de la nuit. Donc moi, j'ai découvert ce texte très jeune, dans les années 80, et il m'apparaissait alors comme une expérimentation littéraire radicale, ce qu'il est. Mais je l'ai ensuite redécouvert dans les années 90. C'était à ce moment-là le début d'Internet, c'était ce qu'on appelait les nouvelles technologies. Je m'étais aperçu que Finnegan's Wake était au cœur de la conception de la notion de média et de médium, notamment à travers McLuhan, qui, d'une certaine manière, toute sa vie a commenté Finnegan's Wake, et pour lequel, comme vous le savez, le médium est le message. Donc, quand tu m'as proposé, Marie-Laure, de faire une intervention dans le cadre d'un omni, je pensais que Finnegan's Wake, effectivement, c'était un peu l'omni parfait, l'objet donc médiatique non identifié parfait. Et c'est vraiment intéressant qu'on puisse mettre en perspective Finnegan's Wake avec Ulysse et avec un artiste qui s'empare de Ulysse quand le numérique, quand les nouvelles technologies sont vraiment parmi nous. Donc, on va commencer du coup par Finnegan's Wake qui a été écrit en 1939, alors que Ulysse a été écrit avant, en fait, en 1922. Mais donc, le sens s'explique comme ça. Alors, d'abord, pourquoi lire Finnegan's Wake? Il faut d'abord savoir que c'est un ouvrage qui mélange les vocables d'une soixantaine de langues, qui outrepasse largement les conventions de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire, mais aussi celle de la linéarité, puisque c'est un ouvrage qui obéit à une logique circulaire, donc à la limite, on peut le commencer à n'importe quelle page. Et même, il outrepasse la matérialité habituelle du texte, puisque, par exemple, le texte va parfois se dérouler sur plusieurs colonnes, il intègre des dessins, des partitions, etc. Donc, c'est vrai qu'il se présente de suite comme un défi de lecture, et d'ailleurs, Finnegan's Wake est largement réputé comme étant un livre illisible. Illisible, c'est aussi une œuvre obscure. Un chercheur dirait que c'est une œuvre obscure qui évoque l'obscurité par des moyens obscurs. Dans les mots de Joyce, c'est une école de la nuit, un labyrinthe ténébreux, une insomnie idéale, une scotographie, scotos voulant dire ténèbres en grec. Pourquoi donc vouloir organiser donc, des performances d'un texte réputé illisible et obscur? Pour moi, le déclencheur, ça a été lorsque j'étais directeur artistique de la Chartreuse, donc dans les années voilà, 2007-2011. J'avais un projet global de réflexion en fait, sur la question des mutations de l'écrit et une mise en perspective du théâtre et de ces mutations de l'écrit. Et le projet s'intitulait Lèvrons l'encre avec un E, et c'était directement un emprunt
à Joyce. Je suis tombé un jour, dans ce contexte-là, sur une lettre de Eric McLuhan, donc le fils de Marshall McLuhan à son père, qui va à un colloque de spécialistes de Finnegan's Wake et qui dit à son père en fait, je m'aperçois que personne n'a lu complètement le texte. Et donc je me dis, si personne ne l'a lu complètement, ça serait c'est un beau défi de le lire intégralement. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire de lire ce texte, en sachant que d'abord il y a un mode de lecture qui est très fréquent, qui est même une industrie. On parle de Joyce Industry aux États-Unis par exemple, et qui est une lecture très rapproché du texte de Joyce, fondé sur la note en bas de page, sur la notation, sur des explicitations du texte. Donc vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui ont été publiés sur Finnegan's Wake, et moi-même je me suis à un moment donné versé dans ce type de aide à la lecture, on va dire, et puis je me suis aperçu, et puis à ce moment-là je lisais, on va dire, le texte de manière silencieuse comme un lecteur normal, et je me suis aperçu que en fait ça mettait de côté le lecteur que souhaitait inventer Joyce, et notamment par deux aspects. Le premier, c'était que c'est un texte qui comporte une dimension satirique et farcesque, et que donc il y a une dimension d'humour qui n'apparaissait pas dans ce type de lecture. Et la deuxième chose, c'est que il me semblait que lire le texte, c'était placer le lecteur dans les effets du texte. Donc, comme le disait Joyce, c'était un texte, c'est une école de la nuit. Et je pense qu'il faut prendre ça littéralement, c'est-à-dire que il faut imaginer, c'est comme si on progressait à travers la forêt la nuit, et que en fait, on n'était pas dans un rapport de maîtrise par rapport à notre cheminement, mais plutôt dans un rapport d'exploration où la vue ne suffit pas, mais il faut aussi passer par le toucher, par le sentir, par le tâtonnement. Et donc, ce texte nous ouvrait comme ça une dimension nocturne, où les mots d'ailleurs apparaissent différemment. Ça veut dire qu'on entend les mots différemment en pleine nuit. Ils se révèlent un peu comme des micro-énergies, mais aussi comme des formes d'épiphanie ou d'illumination. Et au lieu d'éclairer le texte en surplomb, j'étais plutôt à la recherche de ces épiphanies et de ces illuminations que pouvait susciter ce texte. École de la nuit, c'est aussi, on va dire, lire Finnegan's Wake, c'est aussi entrer dans un labyrinthe, parce qu'il faut savoir qu'à chaque mot pratiquement du texte, il y a différentes significations possibles. Le texte demande en permanence de faire des choix de lecture. Et donc, la lecture du texte repose vraiment sur la manière dont le lecteur va faire des associations à travers ce texte. Lire Finnegan's Wake, d'une certaine manière, c'est donner une forme à son hésitation, à sa recherche de sens. Et Joyce disait même que lire, il disait même c'est épeler l'hésitation, lire Finnegan's Wake. Voilà. Et la parole est à Fabien Zocco. Vous m'entendez là? Oui, bien sûr, on t'entend. Bienvenue Fabien, et pardon pour ce début de conversation qu'on a agrémenté des paroles de Franck. Et maintenant, je te laisse rebondir, et sur toi, ton utilisation aussi des mots de Joyce, mais à travers Ulysse peut-être. Alors oui, effectivement, j'ai une entrée finalement un peu paradoxale par rapport à Finnegan's Wake, dans le sens où je suis plutôt arrivé par Joyce via Ulysse, enfin via Beckett en fait, même plutôt, parce que c'est Beckett donc, a été en début de sa carrière l'assistant de Joyce, notamment sur la rédaction et la compilation du texte de Finnegan's Wake. C'était un peu ça qui m'a amené vers Joyce. Mais d'une manière paradoxale, en fait, je me suis intéressé à lui principalement par Ulysse, donc, qui a été le motif d'une œuvre que j'ai développée en 2014, qui s'appelait Searching for Ulysses, et qui était une reconstruction du Ulysse à travers Twitter. Donc,
Marie-Laure, je peux te laisser montrer une des images de la pièce pendant que je décris son fonctionnement. Donc, c'était une œuvre en réseau connecté qui était vidéo projetée. Et en fait, alors c'est pas celle-ci. Non, je sais. Oui. Moi, je En l'ai fait, monté à voilà, l'envers. l'œuvre présentait donc ce texte qui s'incrémentait d'une phrase, qui s'augmentait d'une phrase toutes les 25 secondes. Donc en fait, le programme, c'est une œuvre programmée, un logiciel lisait donc à raison d'un mot toutes les 25 secondes le texte de Ulysse. Prenez commencez par le premier mot du texte qui est Stately, le texte était lu en anglais. Stately, Plum, Buck, Mulligan, qui est donc la première phrase de Ulysse. Et le logiciel allait chercher sous forme de mots-clés en fait le dernier tweet qui a été émis quelque part sur Terre et qui contient le mot qui est en train d'être lu. Donc, par exemple, la première phrase était un tweet émis quelque part sur Terre qui contenait Stately. Puis 25 secondes après, on avançait, le deuxième mot étant plump, le programme allait chercher un tweet qui contenait le mot plump, etc. Et donc, toutes les 25 secondes, on avait la reconstruction du texte qui se construisait à travers Twitter en affichant donc en orange les mots du texte de Joyce. Donc, si on lit que les mots en orange, on avait le texte de Ulysse qui se recomposait. Et en blanc, donc, les textes des tweets qui devenaient comme des sortes de véhicules éphémères de ces mots du texte d'origine, du texte de Ulysse. Donc, on avait comme une sorte de double trame, en fait, la trame d'origine de Ulysse et la trame des tweets qui venaient s'insérer dans cette trame initiale. Et on avait comme une sorte de cut-up, en fait, de palimpseste qui venait s'écrire comme ça au fur et à mesure du déroulement de l'œuvre, qui mettait elle-même 70 jours à reconstituer l'intégralité du texte, vu le nombre de mots, et vu que le programme avançait à raison de 25 secondes d'un mot à un autre, parce que en fait, c'était dû à une limite de Twitter en fait, qui limite le nombre de requêtes par un bot, en fait, par un programme, par heure, ce qui fait que j'ai été obligé de ralentir la lecture, ce qui crée une sorte de paradoxe où finalement la machine me met plus de temps à lire le texte que ne l'aurait fait un humain, ce que je trouvais assez intéressant comme renversement. Et toujours est-il voilà, que ça m'intéressait de travailler sur une sorte de transposition finalement de ce texte de Joyce qui lui-même est une transposition, qui est la transposition de l'Odyssée de Homère, qui se déroulait en 20 ans donc, autour de la Méditerranée dans le texte, et qui était donc transposé par Joyce en une journée à Dublin au début du XXe siècle, qui est donc l'unité de temps et de lieu de son Ulysse. Et ce qui est pour moi paradoxal, c'est que finalement, ce protocole d'écriture mis en place par Searching for Ulysses constituait une forme finalement de travail de la langue qui, d'une certaine manière, se rapproche plus du contenu de Finnegan's Wake que de Ulysse, parce qu'on était face à une sorte de texte complètement illisible, d'une certaine manière, complètement agencé de briques et de broc, parce que les tweets n'avaient pas de logique de sens autre que, voilà, que les mots-clés qui les définissaient, mais on avait une sorte de discontinuité de lecture d'un tweet à l'autre. Et finalement, ça créait comme une sorte de texte monstre, en fait, qui se rapprochait plus de la logique de Finnegan's Wake. Donc, finalement, enfin, un peu comme ce qu'on se disait avec Franck en préparant cette discussion, finalement, j'ai Finnegan's Wakeisé, si je puis dire, si je peux me permettre ce idéologisme, le contenu d'Ulysse, ce qui fait que voilà, j'ai une sorte de renversement et d'inversion ou de co-influence d'une certaine manière entre les logiques des deux textes, mais qui d'une certaine manière a été aussi comment dire initial dans ma démarche, dans le sens où ça, j'en parlerai peut-être plus tard, mais le travail aujourd'hui que je mène autour de pas mal de mes projets qui font intervenir le numérique et le langage se base sur voilà, une espèce de constitution d'une langue étrange qui du coup se rapprocherait plus encore de la logique de Finnegan's Wake. Tout à fait, il y a vraiment on va dire une dimension, enfin, tu as amené effectivement une sorte de dimension générative dans Ulysse avec la machine qui est au cœur en fait du processus d'écriture de Finnegan's Wake. Avant peut-être de rebondir plus longuement là-dessus, je voudrais peut-être dire un mot de pourquoi j'ai organisé une lecture intégrale de Finnegan's Wake à Buffalo et dire deux mots sur le comment qui va rejoindre un peu ce que tu disais, Fabien. La première, c'est que en fait, c'est à l'université de Buffalo que se trouve le second fonds
de Joyce au monde, après la British Library. Il y a notamment à Buffalo, donc dans des collections de la bibliothèque, les carnets de composition de Finnegan's Wake et le manuscrit lui-même de Finnegan's Wake. Et ce qui est vraiment très passionnant et intéressant, c'est donc quand on voit ces carnets de composition, on se rend compte que donc ces carnets de composition, ils sont organisés en langue en fait, et donc vous pouvez ouvrir le carnet basque et il notait tous les mots basques qui l'intéressaient. J'ai vu aussi le carnet swahili, donc c'était un peu les briques sur lesquelles ont été écrits cet assemblage comme ça effectivement de vocables de différentes langues qui est Finnegan's Wake. Et la deuxième chose, c'est que le manuscrit lui-même est entièrement surligné en différentes couleurs, en bleu, en jaune, en rouge. Et donc, ça ressemble un petit peu le manuscrit ressemble un peu à un manuscrit médiéval ou même, on dirait, un peu à une installation vidéo. Quelque part, d'ailleurs, Fabien, on retrouve quelque chose de cet ordre-là dans ton œuvre, là. Sauf qu'il n'y a que deux couleurs. Quand j'ai demandé au conservateur de la bibliothèque, ces couleurs, ça correspond à quoi dans le texte, il ne savait pas répondre. C'est-à-dire que le code Finnegan's Wake n'a toujours pas été encore totalement brisé. Et donc, pour rebondir plus directement sur ce que disait Fabien, c'est que donc c'est un texte donc lisible et obscur, et je me suis aperçu assez vite que quand on travaille sur Finnegan's Wake, on rejoue quelque part, on réactive des processus de composition du texte. Et un des processus de composition du texte, c'était de compliquer des motifs à l'infini. Donc en fait, par exemple, Finnegan's Wake, c'est une situation très simple, c'est une veillée funéraire. Et ce motif va se compliquer vraiment à l'infini. Et je me disais comment compliquer ces complications. Et donc l'idée, ça a été de faire une lecture intégrale de Finnegan's Wake, mais dans les différentes traductions disponibles. Et donc, il ne s'agissait pas simplement de lire Finnegan's Wake en anglais, mais c'était de le lire aussi en français, en allemand, en espagnol et en chinois. Et donc, ça, c'était vraiment se compliquer. Où ça rejoint la dimension générative citée par Fabien, c'est que chaque traduction, en fait, est une réécriture du texte. Vous ne pouvez pas traduire. C'est un texte qui est vraiment. Il y a vraiment des intraduisibles absolument énormes, puisque vous êtes obligé de faire des choix par rapport à des termes qui sont toujours ambigus, polysémiques, voilà. Et donc, on va dire que ces traductions ont déjà une dimension générative. Et après, ce que j'ai cherché à faire, c'était que on passe d'une langue à l'autre, ce qui est extrêmement compliqué quand le texte doit être lié au mot près. Donc, par exemple, quand vous aviez un lecteur chinois qu'il fallait passer en anglais, il fallait que quelqu'un puisse suivre exactement où s'arrêtait le lecteur chinois quand le lecteur anglais reprenait le texte. Donc, c'était un travail assez comme ça compliqué à faire. Et la deuxième chose qui est importante, la deuxième dimension importante de ce texte, c'est qu'il s'appuie sur une dimension participative. C'est-à-dire que Joyce disait, en fait, c'est pas moi qui ai écrit ce texte, et puis il montrait des gens, il disait non, c'est vous. Voilà, et il disait mes consommateurs sont mes producteurs. Et ce que faisait Joyce, en fait, c'est qu'il écrivait dans des cafés, et quand il écrivait dans des cafés, il introduisait dans son texte des paroles qu'il entendait. Et il a aussi, donc c'est un texte qui a été aussi, qui a incrusté, on va dire, voilà, toute une sociabilité vibrante qui était autour de lui. Ouais, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu énonces, c'est d'une part cette espèce de polyphonie, de polyvocité, voilà, le fait qu'il y ait une sorte de superposition, de télescopage finalement de toute une masse de langage qui, encore une fois d'ailleurs, était une des caractéristiques de Searching for Ulysses, vu que les tweets pouvaient
en fonction du mot-clé. Enfin, il suffit qu'un mot soit lui-même transversal à plusieurs langues et on pouvait d'un coup avoir un tweet espagnol qui venait s'insérer au milieu d'un tweet en anglais ou en français, que sais-je. Donc cette dimension, ouais, une sorte de métalangue qui quelque part serait à la fois toutes les langues et aucune. En même temps, voilà quoi, je trouve que c'est intéressant et en plus du coup d'autant plus voilà, de partir de ça finalement comme choix de redistribution, de réactivation, de réénaction du texte par le logos, hein, par la voix. Et le fait de passer par la voix, justement, ça me, ça me renvoie pour moi à l'étrangeté de la situation de réception, en fait. Parce que peut-être que plutôt qu'un livre illisible, moi j'aurais plutôt tendance à voir Finnegan's-Wake comme un livre qui implique un autre usage que la lecture habituelle qu'on a d'un livre qu'on prend dans les mains et qu'on lit de manière séquentielle, voilà, pendant le temps de la lecture. Et, effectivement, je pense que c'est plus là qu'il faut peut-être interroger les moyens de réception de cette œuvre. Et encore une fois, par rapport à Searching for Ulysses, c'était aussi un questionnement que j'avais eu de comment restituer finalement, donner à lire, créer une situation de lecture étrange, d'autant plus que moi l'œuvre n'était pas un livre, hein, mais une œuvre projetée, destinée sous un format art vidéo, quoi, qui était destiné à une salle d'exposition. Donc bien évidemment que les gens ne restaient pas 70 jours devant l'œuvre, donc ils avaient juste une sorte d'instantané en fonction du moment dans lequel ils débarquaient dans le processus pendant l'exposition. Mais voilà, quoi, se poser la question de comment donner à lire des textes illisibles, finalement, des textes qui eux-mêmes procèdent de logiques génératives ou constructivistes étranges qui font que voilà, quoi, on n'est plus dans une lecture séquentielle qui va d'un A à un Z et qui doit comme ça se filer dans le temps. Et c'est quelque chose qui, effectivement, moi, qui m'importe dans comment je travaille mes œuvres. Enfin, Marie-Laure, peut-être tu peux montrer une image de l'entreprise de déconstruction théotechnique. Bien sûr. Qui finalement est une œuvre que j'ai fait après Searching for Ulysses, quand j'étais étudiant au Frénois, qui présentait une sorte de chorale de 8 téléphones, de 8 smartphones manipulés par des bras robots et qui affiche sur les écrans des téléphones et prononce par voix de synthèse une sorte de mini haïku. Voilà, alors, là, on ne voit pas, mais sur les écrans, il y a du texte qui défile normalement sur l'image. Mais voilà, en fait, le texte qui était donc prononcé par ces téléphones et diffusé sur ces écrans était généré en temps réel par un algorithme qui reconstituait des sortes de poésie étrange à partir de tous les mots de la Bible, qui étaient donc complètement découpés et réagencés donc, par des logiques algorithmiques d'intelligence artificielle qui utilisaient une chaîne de Markov en termes d'algorithme et qui produisaient comme ça une sorte de texte génératif étrange. Et du coup, le spectateur était invité à avancer près de ces smartphones qui devenaient un peu porte-texte, porte-voix, et ce qui créait voilà, une sorte de situation de lecture elle-même étrange et dans une sorte où le spectateur était invité un peu à capter comme ça au passage des bribes textuelles, vocales qui transitaient par ces téléphones. Et finalement, là aussi, on était dans une logique qui était celle d'une forme de traduction. Voilà, quoi, il y avait cette espèce de passage d'un texte originaire qui était donc ce texte prétendument d'origine non humaine qui est la Bible, qui était donc mis un peu livré en pâture d'une certaine manière à un dispositif machinique qui le dézinguait, le découpait, le réorganisait, et donc le délivrait au spectateur. Et c'est vrai qu'au moment de la conception de cette pièce, la question de la mise en voix, du coup, même si là c'était des voix de synthèse, s'est posée pour justement arriver à fabriquer d'une certaine manière une situation de lecture, une situation de réception étrange, quoi, qui quelque part renvoie un peu, je trouve, à ce que tu as mis en place pour la réception du Finnegan's Wake. Disons que en fait,
Si le texte est illisible, c'est si on essaye de le lire dans les conventions habituelles de la lecture de livres. Et donc, pour le rendre lisible, il faut le sortir en fait de l'espace du livre, ce que tu as fait. Et en fait, je reviens à ce que disait McLuhan, le médium et le message, c'est de dire le contenu du texte, en fait, ce sont les effets qu'il produit sur le lecteur. Et moi, les effets qu'a produit ces lectures que j'ai faites de Finnegan's Wake, c'est en fait c'est la création de communautés éphémères à travers une langue qu'elle déchiffre, à travers une langue qui ressemble à une langue inconnue, mais qui produit un effet extrêmement puissant de communauté. Comme toi, en fait, tu as été d'une certaine manière pioché en fait dans le réseau, tu as fait émerger une sorte de sociabilité en fait du net que tu fais apparaître à travers le texte d'Ulysse. Effectivement, moi, c'est ce qui me frappait en lisant, bon, surtout avec Searching for Ulysses, mais même un petit peu avec l'entreprise de déconstruction théotechnique. Moi, j'ai du mal à le prononcer. C'est que finalement, le locuteur, enfin, une sorte d'entité émettrice des textes, devenait comme une sorte de on, en fait, non personnel, quoi, une sorte d'entité un peu générale et mystérieuse, incarnée d'une certaine manière, enfin, en tout cas qui semblait être l'émanation d'une conscience, mais une sorte de conscience plurivoque, une conscience collective. Évidemment, c'était plus évident avec Twitter, qui est une sorte de maelstrom sémantique de plein de voix, une sorte de polyphonie permanente, quoi. Et effectivement, cette question quel est le sujet de dénonciation, d'une certaine manière, à travers ces œuvres, me semble une question importante. Et ce qui d'autant permet de considérer qu'avec Finnegan's Wake, Joyce anticipe presque un siècle avant cette dimension vraiment d'un espace polyphonique, en fait, d'un espace polyvoque, d'un espace où plein de voix orales ou parlées s'entremêlent, se pénètrent, se mélangent, ce qui, d'une certaine manière, est pour moi une anticipation, un peu une sorte de carte mentale qui anticipe le web presque un siècle, enfin pas un siècle, mais ouais, 70 ans, 80 ans avant sa réalisation technique. Un peu comme maintenant, si je parle en même temps que vous, quoi. Ah voilà. Il vous reste une petite minute pour conclure, Franck ou Fabien, une minute. La recherche en fait, de Finnegan's Wake, c'était aussi donner voix à une sorte d'histoire de l'humanité qui passerait par l'histoire du langage. Et c'est vrai qu'en faisant ça, en fait, il a anticipé aussi, parce qu'il était à l'époque de la radio, du téléphone, du phonographe, etc. Il cherchait aussi, à travers les médias, des nouvelles formes d'oralité qui expliquent sans doute ce caractère toujours extrêmement contemporain de Finnegan's Wake, voilà, et sans doute de Ulysse aussi. Ça tombe bien, tu as le timing parfait, Franck. Nous entendons maintenant la petite musique. Et je vous remercie, Franck, Fabien. Merci beaucoup pour cette super discussion autour de Finnegan's Wake.